Merci. D'abord, je suis très heureuse de partager cette expérience d'écriture des bonnes pratiques pour l'isolement et la contention. Alors, ça fait drôle d'écrire bonnes pratiques pour l'isolement et la contention, mais c'est très important de penser qu'elle date de 2017, donc dans un autre moment. Et je suis très heureuse de le faire en voilà, de partager cette présentation avec le docteur Charles Alezra, qui était le pilote de ce groupe de travail et qui a permis à tout le monde de s'exprimer et d'arriver à cette écriture qui fut quand même un long moment de combat. Alors, c'est une recommandation de bonne pratique. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elle doit répondre à un besoin et elle se situe dans un contexte. Et effectivement, 2016, il y avait un contexte qui était favorable, car il y avait déjà des pays qui n'utilisaient plus du tout la contention. Donc, quand même, obligatoirement, ces pays amenaient à se poser la question. Il y avait les recommandations du Conseil de l'Europe relatives à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, qui avait quand même écrit dans l'article 8 le principe de la restriction minimale. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient avoir le droit d'être soignées dans l'environnement le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible. Et puis, il y avait effectivement les premiers arrêts des cours d'appel, celui de Douai, celui de Marseille. Et ne l'oublions pas, car ce fut extrêmement important dans l'écriture de cette recommandation, eh bien, il y avait des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, à ce moment-là, nous ont permis d'avancer, ainsi que le comité de lutte pour CEPT, prévention de la torture. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait des associations de patients, la parole commençait à se libérer, les associations de patients, des associations de familles qui ont commencé à dire qu'il fallait sortir des recours à l'isolement et la contention. Il fallait les sortir de dessous le tapis parce qu'elles existaient et donc il fallait en parler et il fallait faire avancer le dossier. Et on voit à cette époque-là que effectivement, ça correspondait quand même pas à peanuts, puisqu'il y avait 8,3% des patients, soit 28 100 patients, qui étaient hospitalisés à temps plein et qui étaient concernés par l'isolement. Alors ce contexte, ça a aussi été dit, et je trouve que c'est important de le rappeler, une bonne pratique, elle n'existe pas en soi, elle existe aussi dans un ensemble de bonnes pratiques. Et effectivement, avant d'arriver à la recommandation de 2017, isolement et contention, il y avait celle de 2016 qui était sur prévenir la violence en service de psychiatrie, comment mieux la prévenir, comment prendre en charge ces moments de violence, et en amont déjà des travaux qui avaient été faits sur les chambres d'isolement en psychiatrie, sur comment limiter les risques de la contention physique. Et cette bonne pratique, elle s'est poursuivie, puisque derrière, il y a eu en 2018 l'aide à la rédaction des certificats médicaux et en 2021, pour certaines, qu'on peut rappeler ici, eh bien, l'élaboration de programmes de soins psychiatriques sans consentement. Alors, le contexte, c'est aussi un cadre juridique, et le cadre juridique de l'époque était effectivement porté par l'article L3211 du Code de la santé publique qui précisait que les restrictions à l'exercice de la liberté individuelle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Donc la recommandation de bonne pratique, lorsque nous l'avons écrit, nous l'avons aussi portée dans un cadre juridique, et le cadre juridique de l'époque était la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, qui, dans son article 3222.5.1 du Code de la santé publique, précisait
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre et prise pour une durée limitée. Donc vous voyez que ce cadre juridique précisait que c'était une décision et non pas une prescription. Et ceux qui étaient là à l'époque se rappellent de la difficulté qu'il y a eu et j'allais dire, je fais comme ça et vous allez deviner, c'est-à-dire que nous n'étions pas tous d'accord sur décision et prescription. 2016, c'est aussi le début du registre qui est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et qui permet aux représentants d'usagers de suivre effectivement ce qui se passe dans les établissements de santé. Et l'établissement de santé doit établir annuellement un rapport qui rend compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention. Et ce rapport nous est extrêmement utile pour poursuivre effectivement ce travail sur le nombre de personnes qui aujourd'hui sont encore mis en isolement ou en contention. Alors, je passe tout de suite la parole à Charles. Merci. Pour essayer de tenir dans nos temps. Un grand merci, Marie-Jeanne. Et un grand merci aux intervenants de ce matin pour avoir rappelé que les certitudes en médecine ne peuvent être que celles d'un moment. Pour avoir rappelé aussi que parfois les meilleures réponses en santé, en médecine, sont celles qui s'appuient sur la prévention. Alors cette recommandation de bonne pratique sur isolement et contention, elle intervient en 2017 dans un contexte que Marie-Jeanne a rappelé. Alors, bizarrement, il y avait eu en 1998 un travail de l'ANAES à l'époque sur les chambres d'isolement en psychiatrie. Paradoxalement, parce que il existait en fait très peu de chambres d'isolement à part entière. Et très souvent, il y avait des pratiques d'isolement dans les chambres, dans des services de psychiatrie. Et ce mouvement, il est intéressant à resituer dans une histoire. Ce serait un peu trop long hein, si on s'y attardait, mais très schématiquement, dans les années 70, la psychiatrie a vécu un grand moment d'ouverture lié à la mise en place de la sectorisation, où des patients qui passaient des mois et parfois des années en hospitalisation pouvaient avoir des perspectives de suivi en ambulatoire et finalement on s'est rendu compte que l'hôpital pouvait avoir des effets dévastateurs sur la santé de certains patients quand les hospitalisations duraient trop longtemps. Et donc les services se sont ouverts, c'était un peu un engagement de toute une génération de psychiatres. Ils se sont ouverts assez régulièrement jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Et là, je me souviens d'une étude que nous avions menée sur services ouverts ou fermés au niveau national. Et nous avons été surpris de voir à quel point les services, petit à petit, s'étaient refermés. Il y avait de moins en moins d'unités de soins ouvertes et des services qui se refermaient. Et à l'intérieur des services qui s'étaient refermés, on voyait apparaître des mesures d'isolement et contention qui, jusque-là, étaient assez exceptionnelles. Alors, il y aurait énormément d'explications à rechercher, à trouver, et nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, malheureusement, de pouvoir travailler cette question. Peut-être, s'il y a des questions, aurons-nous quelques minutes pour essayer de lancer des pistes. Mais donc, c'est dans ce contexte que, en 2017, s'ouvre un groupe de travail sur la rédaction d'une recommandation de bonne pratique. Alors, ce groupe de travail, il comportait des représentants des usagers, la présidente de la FNAPSI à l'époque et la présidente de l'UNAFAM à l'époque, hein, Marie-Jeanne, 6 psychiatres, un médecin généraliste, des cadres infirmiers ou des infirmiers, des directeurs d'établissement, une responsable de service qualité et une représentante
du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors, à ma connaissance, c'est la dernière fois que dans un groupe de travail à la HAS, un représentant du CGLPL était intervenu. On peut le regretter parce que j'ai le souvenir d'un apport extrêmement intéressant de la représentante qui a travaillé dans le groupe pendant plus d'1 an pour la rédaction de cette recommandation. Les grandes lignes, bien évidemment, dans le cadre de la loi, les patients concernés sont des adultes, en soins sans consentement. On pourrait dire des adultes avec peut-être une particularité pour les grands adolescents qui ne peuvent pas être en soins à la demande d'un tiers, mais peuvent être en soins à la demande du préfet. Et cette recommandation de bonne pratique donc rappelle l'article 3222-5-1 qui précise qu'il s'agit de pratiques de dernier recours. Les références qui ont été retenues par notre groupe, la loi, bien évidemment, les références éthiques des professions engagées dans les soins, la réalité clinique dans les services de soins, et puis les précédents travaux de l'ANAES et de la HAS. Et dans ces précédents travaux, une mention particulière sur le guide de 2016 sur la prévention des moments de violence dans les services de psychiatrie, qui donne des outils de désescalade et donc des outils de prévention pour éviter les situations ou limiter les risques de situations aiguës et ne pas en arriver à cette dernière limite que représente l'isolement ou la contention. Définition de l'isolement de la recommandation de bonne pratique, ça reprend bien évidemment ce qui existe dans la loi, avec un certain nombre de précisions. Marie-Jeanne a parlé tout à l'heure de la réflexion autour de décisions ou de prescriptions. La loi est claire, il s'agit d'une décision. Ça n'a pas été simple de faire admettre cette réalité à l'ensemble du groupe de travail, notamment aux soignants. Et en même temps, c'est une décision qui vise à protéger une personne dans une situation aiguë, et ça n'est pas déshonorant du tout pour un soignant, me semble-t-il, de protéger un patient, même si ça n'est pas directement un soin en tant que tel. Le soin en tant que tel, il va venir après, c'est-à-dire dans le cadre de l'application de la mesure, et cette application de la mesure, elle ne peut se faire que dans le cadre d'une démarche thérapeutique, avec prescription d'une surveillance et d'un accompagnement intensif, dans un processus complexe qui ne peut être justifié que par une situation clinique. C'est très important parce que dans un certain nombre de services de psychiatrie, nous sommes parfois confrontés à des hospitalisations de personnes détenues qui viennent, ce qu'on appelle les D398, l'usage pouvait être, dans certains services, de systématiser une mesure d'isolement par, entre guillemets, précaution, dans la mesure où ce sont des patients qui arrivent dans un cadre un peu particulier, avec une surveillance indirecte de l'administration pénitentiaire. En fait, pour le groupe, l'isolement ou la contention ne peut se justifier qu'à partir d'une situation clinique, celle du patient à un moment donné. La contention s'inscrit bien sûr comme une mesure de dernier recours et même une mesure d'exception dans l'exception. Elle est limitée dans le temps, elle intervient sur une décision d'un psychiatre et on va le voir d'ailleurs que des précisions ont été proposées et retenues, propositions d'ailleurs qui finalement seront reprises ensuite dans la loi sur isolement et contention. Les indications: prévention d'une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux. Bon, tout est important. Il ne s'agit pas de prévenir une violence chez n'importe qui, c'est bien chez quelqu'un
qui présente des troubles mentaux et qui est dans une situation critique en lien avec ces troubles mentaux, avec un risque grave pour l'intégrité du patient ou celle d'autrui, c'est-à-dire celle des proches. L'isolement et la contention ne peuvent être envisagés que lorsque des mesures alternatives moins restrictives ont été inefficaces et que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui. Donc c'est donc un dernier recours, et dans le dernier recours, la mesure de contention, elle, doit rester strictement exceptionnelle. La mise en œuvre donc sur décision d'un psychiatre, l'idéal c'est que ce soit le psychiatre traitant dans l'unité de soins qui prenne cette décision, c'est celui qui connaît le mieux le patient. Compte tenu de l'organisation des services aujourd'hui, du dispositif de garde, de l'intervention des internes, une telle décision peut être prise par un interne ou un médecin non psychiatre, mais cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l'heure qui suit. Compte tenu, encore une fois, de l'organisation des services et des hôpitaux aujourd'hui, ou en tout cas en 2017, lorsque nous avons rédigé la recommandation, il est évident que la présence d'un psychiatre dans l'heure qui suit sur place n'était pas toujours possible, et donc la confirmation pouvait se faire par téléphone, à condition, bien sûr, que cette confirmation soit tracée dans le dossier du patient. À l'initiative de la mesure, l'indication doit être limitée à 12 heures pour l'isolement et à 6 heures maximum pour la contention, avec possibilité de reconduction par tranche de 12 heures pour l'isolement et de 6 heures pour la contention. Et bien évidemment, toute mesure programmée d'isolement ou de contention mécanique est à proscrire. La mesure, si besoin, qu'on pouvait trouver dans un certain nombre de services, pour des raisons multiples, sur lesquelles, encore une fois, il faudrait beaucoup de temps pour s'attarder, toute mesure programmée d'isolement ou de contention est à proscrire. Le lieu de mise en œuvre, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de chambres d'isolement différenciées comme telles dans bon nombre de services. Cette mesure doit s'appliquer dans un lieu dédié et adapté, avec absence d'objets dangereux. Cet espace doit respecter l'intimité et la dignité du patient, et il s'agissait de mettre fin à des pratiques insupportables qui avaient pu exister à certains endroits où l'accès aux toilettes, par exemple, n'était pas assuré et où on devait se contenter d'un seau dans une chambre, parfois la chambre du patient. Donc l'idée, encore une fois, et on l'a vu ce matin quand on a abordé le cadre des recommandations en général, l'idée c'est de donner une référence et que cette référence puisse s'adapter ensuite sur le terrain de la pratique quotidienne, mais dans ces références, il y a des limites et au moins les recommandations ont le mérite de positionner ces limites. La contention, alors la disponibilité de la chambre du patient est assurée à tout moment. Il n'est pas question que ça devienne un lit supplémentaire, notamment dans une période où on entend beaucoup dire qu'on manque de lits, et là encore il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pas forcément de lits dont on manque, c'est plutôt de temps disponible et de temps disponible dans une certaine continuité, dans certains parcours. La contention mécanique est associée à une mise en isolement et donc elle a lieu dans un espace dédié avec des équipements spécifiques et elle ne se fait qu'en position allongée. C'était aussi l'occasion de mettre fin à ce qu'on pouvait voir parfois avec des contentions. D'ailleurs, il y a eu aussi des travaux de la Haute Autorité de Santé sur les personnes âgées dans les structures médico-sociales, avec les risques de ces contentions en position assise qui étaient loin d'être négligeables. Et puis surtout cet aspect, la prise en charge du patient nécessite une surveillance physique. Le docteur Saravan a rappelé à quel point un patient, ce n'est pas un patient psychiatrique ou un patient somatique, c'est une personne. Et c'est une personne qui peut avoir à la fois des troubles psychiques et des problèmes médicaux somatiques.
Donc une surveillance physique et une interaction relationnelle qui ne peut pas être remplacée par un système de vidéosurveillance. Là aussi, la vidéosurveillance s'est développée dans les services de psychiatrie, dans les services de médecine en général, dans notre société, mais elle ne peut pas remplacer, loin de là, une relation avec une personne, surtout à un moment où elle est particulièrement en difficulté. Il est recommandé, bien évidemment, que la mesure soit tracée dans le dossier, avec le motif de la mise en isolement ou contention, les risques de violence, des précisions sur ce qui a été tenté préalablement afin de justifier que la mesure est bien prise en dernier recours, la recherche de contre-indications à l'isolement, à la mise sous contention mécanique, et sous contention, il y a des contre-indications spécifiques liées à certaines pathologies notamment, les modalités de dispensation du traitement médicamenteux. Et là encore, le groupe a beaucoup insisté sur l'intérêt, plutôt que de systématiser des traitements injectables, de passer par des traitements PEROS, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la cinétique est aussi rapide, voire parfois plus rapide que la cinétique des médicaments injectables, et puis parce que c'est déjà une façon de renouer un contact, de ressolliciter l'adhésion de la personne à un moment où il est en difficulté, et ce qui compte, c'est pas de maintenir la mesure d'isolement ou de contention, mais bien de la limiter au minimum possible. Et puis, les consignes permettant aux patients de manger, de boire, d'aller aux toilettes ou de se laver doivent être clairement tracées. Le rythme de surveillance est précisé par le médecin et adapté en fonction des nécessités thérapeutiques ou des risques. Il est recommandé notamment que la surveillance psychique se fasse au moins toutes les heures et puisse aller, dans certaines situations particulières, jusqu'à une surveillance continue. La surveillance des paramètres physiologiques est assurée par l'équipe soignante, et le docteur Saravan a tout à l'heure rappelé son importance. Alors, ça ne va pas jusqu'à mesurer le périmètre abdominal systématiquement, ce n'est pas le lieu, mais par contre, la question des sevrages doit être prise en compte. Quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, s'il est mis en isolement, il est important de lui proposer au moins des traitements substitutifs nicotiniques. Il est indispensable d'informer le patient au moment de la mise en place de la mesure, une explication qui doit être donnée en des termes compréhensibles en fonction de l'état du patient, et il n'est pas inutile parfois d'y revenir. Il est important d'expliquer aussi pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les limites et qu'est-ce qui pourrait permettre de limiter au minimum le temps passé en isolement ou en contention, quelles sont aussi les possibilités de sortir, à quel moment, pour les repas, pour les toilettes. Et puis, ce dernier point sur lequel nous avions insisté, qui n'était pas juridiquement possible à l'époque de la recommandation, mais qui nous avait semblé très important, c'est-à-dire la possibilité, avec l'accord du patient, de prévenir un proche. Alors aujourd'hui, ça n'est plus une possibilité, c'est devenu une obligation, et c'est très bien ainsi, et on va le voir à la fin de cette intervention avec l'évolution de la législation sur isolement et contention, et notamment l'introduction du juge des libertés. La levée de la mesure peut intervenir sur décision médicale dès qu'elles ne sont plus justifiées cliniquement. Alors, bien sûr, le médecin doit passer toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures. Ce n'est pas forcément obligatoire d'attendre qu'il repasse dans 4 ou 5 heures. Si le patient va mieux, on peut saisir le médecin et on peut essayer d'avancer la levée de la mesure. Très important, une fois que la mesure est levée, de pouvoir reprendre avec le patient lui-même, d'une part, et avec l'équipe, les raisons qui ont conduit à la mise en isolement ou en contention, mais également de soutenir le patient. Alors, un certain nombre de travaux
sur le vécu des patients en isolement ou en contention ces 10 dernières années, et je pense que Magali Koldefy peut-être pourra y revenir tout à l'heure, montrer que ces périodes étaient le plus souvent vécues très négativement par les patients. Elles sont aussi vécues négativement par les équipes soignantes comme la traduction d'un sentiment d'échec. Et donc très important de pouvoir soutenir, expliquer aux patients, rétablir une alliance thérapeutique, identifier aussi ce qui a pu dysfonctionner, ce qu'on a pu ne pas voir dans une demande, par exemple, d'un patient. Et alors, j'avais l'habitude dans le service de rappeler que pour les équipes qui étaient tout le temps submergées, qui couraient de droite et de gauche, qu'il fallait parfois savoir trouver une minute pour une demande d'un patient et que ça permettait d'en économiser parfois 10, 20 ou des heures si un tableau clinique devait se dégrader. Alors, c'est dans l'idéal, savoir retrouver du temps, ça n'est pas toujours facile, mais l'idée c'est plutôt celle-là. Et puis de discuter avec le patient des stratégies alternatives qui permettraient d'éviter d'en arriver là s'il y avait un nouveau tableau de crise, et notamment la possibilité de recourir à un plan de prévention partagée, qui est repris dans une recommandation de bonne pratique qui doit dater de 2021, qui est celle sur les soins sans consentement ambulatoire. Et s'il y avait des liens à faire entre différentes publications de la Haute Autorité de Santé, ce serait intéressant justement de les mettre en continuité. Plus on sera dans l'anticipation, plus on sera dans la prévention, plus on sera dans la continuité des soins, moins on risquera les ruptures, moins on risquera les états aigus qui conduisent à recourir à des mesures d'exception. Pour l'équipe, donc, c'est important d'identifier ce qui aurait pu être évité ou ce qui a permis une résolution d'une situation sans violence, d'exprimer les difficultés. Oui, et donc je vais essayer. Oui, mais c'est toujours... Bon, mais Marie-Jeanne a déjà parlé de l'intérêt de définir une politique d'établissement à partir des données recueillies dans le fameux rapport. Alors, ce point que le groupe avait retenu, c'est que la politique d'un établissement, la politique de santé, elle doit s'appuyer sur une présence soignante en nombre suffisant. Alors, ça veut dire que l'accent est mis sur, aujourd'hui, les moyens que doivent avoir les... Alors, c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante, mais ce ne sont pas forcément toujours les services les mieux dotés qui sont les plus efficaces, mais quand même, il faut un minimum. Si on parle de soins relationnels, il faut du temps pour la relation, il faut du temps et de la compétence, et de la formation et de la réflexion. Et donc, par les temps qui courent, ce n'est pas sûr que dans tous les services de soins, avec le nombre de postes vacants, ce temps soit disponible au quotidien pour tous les patients. Parallèlement, donc, une circulaire de la DGOS qui reprenait un peu, et donc on est resté en lien très étroit, mais le plus important, c'est ça. À la suite de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, des mesures dans la loi de 2016 ont été déclarées comme inconstitutionnelles, et un nouveau cadre législatif a été introduit avec l'introduction du juge des libertés. Alors, aujourd'hui, donc, le juge des libertés doit être informé dès qu'une mesure de contention dépasse 24 heures ou dès qu'une mesure d'isolement dépasse 48 heures. Et, comme je vous le disais précédemment, le médecin informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Et c'est important parce que,
vous voyez que la saisine du juge de liberté vient ouvrir une possibilité supplémentaire, à la fois pour contester une éventuelle mesure de soins sans consentement, mais aussi pour contester éventuellement ou remettre en question une mesure d'isolement ou de contention. Et la personne elle-même peut saisir le juge de liberté et puis toute une série d'autres personnes potentiellement. Et là, je repasse la parole. Ben, je vais juste conclure. Cette recommandation, elle a été extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle a ouvert une vision aussi de la dignité et de l'importance de soigner autrement. Donc, en ce sens, elle est extrêmement importante. Elle est de 2017. Donc, c'est vrai que le groupe à l'époque, ne s'est absolument pas prononcé sur un moratoire de la contention, et je le regrette, mais voilà, c'est une chose qui... C'est là où on voit que les recommandations avancent, et que finalement, l'importance de cette écriture, c'est de faire avancer. Alors, faire avancer ne veut pas dire que c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bonne. Eh bien, malheureusement, et ça me donnera l'occasion de passer la parole derrière à Magali Coldefy, eh bien aujourd'hui, on n'est pas encore bon, puisque 9,7% des patients en 2022 hospitalisés à temps plein subissent encore des mesures d'isolement. Donc, vous voyez qu'il y a tout un travail à faire et que cela correspond à 37% des hospitalisés en soins sans consentement. Mais il y a vraiment des programmes aujourd'hui, des projets de recherche qui se font dans le domaine et du coup, qui sont absolument pour nous une source d'espoir. Magali et puis, je ne sais plus, Sébastien, à vous.